Bonjour à tous, nous sommes le 16 octobre. Bon anniversaire à ma sœur. Avant-hier, c'est l'anniversaire de mon frère. Aujourd'hui, c'est de ma sœur. Bon, c'est la saison. Que voulez-vous? Et donc, nous nous retrouvons pour ce cours d'hébreu avancé. On a commencé à attaquer, enfin non, on a fini la ligne 1, à vrai dire. Ouais, c'est ça qu'on a fait hier. Donc, on en était à la fin de la ligne 1. Donc, on n'avance pas très très vite pour l'instant, effectivement. Mais c'est aussi parce qu'on parle de beaucoup de choses et on fait des points de grammaire pour ceux qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me relancer ou me poser des questions si effectivement à un moment donné vous avez un problème de compréhension. On pourra discuter notamment des règles de vocalisation en temps voulu. Euh, on le fait au fur et à mesure. C'est l'occasion de faire de la grammaire. Il n'y a pas un programme de grammaire. La grammaire est censée avoir été vue, donc j'ai pas des leçons de grammaire à vous faire. Mais évidemment, c'est l'occasion de revenir sur un point de grammaire si vous ne l'avez pas bien compris, ou enfin de revenir ou de voir un point de grammaire si ça n'a jamais été vu. Euh, à propos de la vocalisation, hier, je suis peut-être allé un peu vite sur OAFRA il y a peut-être un petit point que je pourrais aussi préciser. C'est aussi des règles de vocalisation. Je vais penser à ça. Euh, le, ce que j'expliquais hier, donc, c'est que vous avez donc le participe euh, ohev, normalement, hein, kotel, donc ça s'écrit avec un cholem et avec un tséré, ça dérive d'Hachem Ka'atil, donc un halon et un imref. Le halon devient un o, toujours en hébreu, c'est le déplacement cananéen, et c'est pour ça que vous avez salam en arabe et shalom en hébreu. Vous avez un halon en arabe et un o en hébreu, on y viendra justement à la ligne suivante. Et ensuite, on ajoute le suffixe ra, euh, et donc la question va se poser, bien sûr. Donc on a ohev plus ra, donc on devrait dire ohev ra, évidemment. Euh, alors, sauf qu'en fait, là, il y a deux possibilités. Effectivement, soit ça va poser la question de savoir où se situe l'accent. C'est-à-dire que soit le ra va prendre l'accent, ohev ra, mais alors à ce moment-là, on a un problème, c'est qu'en général, la prétonique ne tombe pas. Et donc, va se poser la question de savoir qu'il y a une voyelle de liaison ici. S'il n'y avait pas de voyelle de liaison, oui, alors c'est ça le problème, c'est que je vais un petit peu trop vite. En fait, c'est vrai que je vous fais faire plein de règles de vocalisation d'un coup, mais voilà. Donc, comment dire? Si il n'y avait pas du tout de voyelle de liaison entre les deux, si le suffixe était directement collé derrière, il y aurait zéro voyelle. Donc, on a vu hier que on met un schwa dans ces cas-là, qui est un schwa qui veut dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a jamais eu de voyelle. Or là, le kaf, c'est la règle des bégat kefat. Vous vous souvenez qu'il y a ces 6 consonnes qui ont une double prononciation, occlusive et fricative, les bégat kefat. Donc c'est l'occasion de revoir cette règle si vous l'avez oubliée ou si vous ne l'avez pas vue. Il y a 6 consonnes en hébreu qu'on appelle les bégat kefat parce que c'est un moyen mnémotechnique. Hein, c'est bet, gimel, dalet, kaf, pe, tav. Ces 6 consonnes-là, donc on appelle les bégad kefat. Euh, ces 6 consonnes-là ont une double prononciation, occlusive et fricative. Occlusive, ça veut dire qu'on bloque le passage de l'air, hein, une occlusion, on bloque. Donc ça veut dire, par exemple, la lettre B, si je commence avec la lettre B, c'est une bilabiale, vous mettez les deux lèvres l'une contre l'autre et vous dites B. Voilà, vous fermez le passage de l'air, vous remplissez votre bouche d'air et vous ouvrez d'un coup. Donc on appelle ça des consonnes occlusives. Parfois on les appelle des plosives également parce qu'il y a une sorte de petite explosion, c'est-à-dire vous ouvrez puis pof, ça sort d'un coup. Bon. Donc le B, il fonctionne comme ça. Mais l'autre possibilité, effectivement, c'est de dire je ne vais pas totalement fermer le passage de l'air, et donc je vais laisser un léger frottement. Et on appelle ça une prononciation fricative. Donc, je vais vous mettre les termes à l'écran. Occlusive, occlusive, par opposition à fricative. Fricative, il faut entendre frottement, et donc l'air passe légèrement. Donc au lieu de fermer complètement les lèvres, ça fait voilà, comme si vous soufflez. Mais en fermant un petit peu les lèvres quand même, mais pas totalement. Donc au lieu de faire be, ça fait ve. Donc une sorte de V, pas tout à fait, parce que ve et ve,
C'est pas tout à fait pareil. Le V en français, la lèvre du bas est contre les dents. V. Si vous regardez comment vous faites le V en français, la lèvre du bas vient contre les dents et pas contre la lèvre du dessus. C'est pas ve, c'est v. En ve, comme ça, si on veut, ou coincé. Donc on appelle ça une labiodontale. Par rapport, si on met les deux lèvres, c'est une bilabiale. Si on met la lèvre contre les dents, c'est une labiodontale. Donc en fait, du B, on va passer, donc qui serait occlusif, à un B qu'on va noter, alors en translittération, par convention, on va mettre le même B, mais avec un petit trait en dessous. B et VE. Et ce VE, ça ressemble un peu, ça ressemble un peu à un V. C'est pas tout à fait pareil, comme je vous disais, qu'un V. Donc, le B est occlusif, le VE est fricatif. Maintenant, concrètement, nous, on prononce comme un V. Voilà, ça, c'est parce que voilà, nous, on parle comme ça. Et c'est aussi la prononciation en hébreu moderne. C'est d'avoir donc une sorte de V. C'est à peu près un V, le VE. Voilà. Et donc, il y a donc cette double prononciation. Alors, les massorettes le notent. Hein. Quand c'est occlusif, ils mettent un dagesh dedans. Alors, comment je vais faire? Je vais le noter à côté, ici. Donc, ici, vous avez le B avec un dagesh dedans. Et ici, quand il est fricatif, vous mettez votre bête avec, alors, comment je vais faire? Ici, avec un rafé dessus, mais que vous n'avez peut-être probablement pas étudié. Attendez, tac, tac. Il est où mon rafé? Je ne sais même plus. Ça, c'est de ma faute parce que je ne me souviens même plus de mon clavier. Il faut dire que je l'utilise pas souvent. Où est-ce que j'ai... Ah, là. Donc le rafé, c'est un petit trait horizontal au-dessus de la lettre. Donc si vous lisez votre Bible, enfin le manuscrit, si vous regardez les photos du manuscrit, vous verrez que effectivement, soit le bête a un dagesh dedans pour dire attention, il est occlusif, soit il a un petit trait au-dessus pour dire qu'il est fricatif. Alors dans les éditions modernes de la Bible, on est un peu feignant et du coup on ne met pas la rafé. Donc si vous regardez votre Bible hébraïque imprimée, vous n'avez probablement pas la rafé. Je ne sais pas s'ils ont décidé de changer ça dans la Quinta, la Biblia Hebraica Quinta, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, si vous regardez les manuscrits hébreux, donc le Codex de Léningrad en l'occurrence, eh bien lui, il a le rafé au-dessus. Donc cette double prononciation, elle concerne 6 consonnes. Pour le guimel, c'est pareil, normalement il est soit occlusif, g, donc là vraiment on bloque le passage de l'air et d'un seul coup on ouvre, g, et on ouvre. Soit on laisse passer un peu, ça fait grrr, et là ça fait un peu comme le R en français, comme quelqu'un qui n'est pas content, comme ça un chien, un peu énervé. Le dalet, pareil, ça va faire un D et un Z. Alors, on laisse passer le passage de l'air, un Z, alors qu'il n'existe pas en français non plus, on ne sait pas faire ça. Le kaf, ça fait que et re. La lettre P, ça fait peu et feu, qui donne un F finalement. Et le tav, ça fait te et se. Alors évidemment, il y a des sons qui n'existent pas en français, les interdentales notamment. Le fe, c'est une interdentale. Le ze, c'est une interdentale qui existe en anglais. On parlait de l'anglais tout à l'heure, évidemment. En anglais, on a fe et ze. On n'a pas ça en français. Donc, voilà les 6 consonnes dont les massorettes nous disent il y a 2 prononciations différentes. Donc, premier problème, on n'a pas toujours les sons dans notre langue. Deuxième problème, dans la prononciation hébraïque moderne, cette double prononciation n'est conservée que pour 3 de ces consonnes. Donc en hébreu moderne, donc en hébreu, alors si j'écris, il faut que j'arrive dans quelle langue j'arrive à écrire moi. Donc en hébreu moderne, ça ne concerne plus que 3 consonnes qui sont alors lesquelles? Pardon, ça c'est de l'arabe, ça va pas le faire non plus. C'est difficile de jongler constamment entre plusieurs claviers. Le bet, le kaf et le p. Donc il y a seulement 3 consonnes qui sont concernées, le bet, le kaf et le p. Donc B, V, kaf, raf, p et f. F. Voilà. Les autres, on les prononce toujours occlusives. Donc le guimel, tout le temps prononcé ge, le dalet, toujours prononcé de,
et le taf toujours prononcé te. Donc vous échappez aux interdentales et au un peu énervé. Alors ça, c'est la prononciation en hébreu moderne, mais la vocalisation des massorètes, elle ne dit pas ça. La vocalisation des massorètes, pour le guimel, par exemple, même si le guimel est toujours prononcé de la même manière, en réalité, vous aurez quand même cette double vocalisation avec le dagesh quand il est occlusif et le rafé, ou en tout cas l'absence de dagesh quand il est fricatif. Donc si vous vocalisez un texte et que vous respectez les conventions massoretives, il va falloir distinguer cette double prononciation, ou en tout cas vocalisation du guimel. Alors dans quel cas est-ce que une bégat kéfat est occlusive et dans quel cas est-ce qu'elle est fricative? Il y a deux prononciations. La question c'est quelle est la règle? On va voir dans quel cas elle est. La règle est assez simple, pour une fois. La bégat kéfat est fricative si et seulement si elle est précédée d'un élément vocalique. Voilà. Donc la bégat kéfat est fricative si et seulement si elle est précédée d'un élément vocalique. Un élément vocalique. Donc là, on a une règle assez simple, pour une fois. En tout cas, l'énoncé de la règle est simple. En général, l'application est elle aussi assez simple. Vous regardez s'il y a une voyelle avant. Alors d'abord expliquer cette règle. Pourquoi est-ce que la bégat kéfat est fricative si et seulement si elle est précédée d'un élément vocalique? En fait, c'est simple. Je reprends l'exemple de mon B. Le B, je dois normalement fermer mes lèvres. B. Il faut faire cet effort de rapprocher les lèvres. Si je ne suis pas en train de parler, si j'ai déjà les lèvres fermées, B. Voilà. Mais si précédemment j'avais la bouche ouverte, parce que je viens de prononcer une voyelle, un élément vocalique. La caractéristique de l'élément vocalique, c'est que j'ai la bouche ouverte. J'ai la bouche ouverte. Est-ce que je vais faire l'effort de fermer totalement la bouche? Bah non, je suis un petit peu feignant. Et donc, au lieu d'aller fermer la bouche pour faire un son B, je vais rapprocher un peu les lèvres, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et du coup, je vais faire un V. Voilà. Donc, la règle, elle est là. Il faut s'imaginer, vous savez, c'est comme dans les proverbes, on dit le paresseux, voilà, il a la main dans le plat, mais il est fatigué, il n'arrive pas à ramener sa main à lui pour manger. Voilà. Donc, c'est comme dans le livre des proverbes, comme dans la Bible. Voilà, on est vraiment paresseux, on dit oh là là, est-ce que vraiment je vais aller jusqu'à fermer les lèvres complètement? Non. Voilà. Donc, l'idée, elle est là. L'idée est assez simple. Donc, quand vous lisez votre texte, si effectivement vous aviez la bouche fermée avant parce que vous ne parliez pas ou parce que vous avez prononcé une consonne, alors la bégat kéfat, elle est occlusive. Si vous étiez en train d'articuler une voyelle, ou même une demi-voyelle, une semi-voyelle, ou voilà, un élément vocalique quelconque, en tout cas, bah là, bon, voilà, vous allez prononcer la bégat kéfat de façon fricative. D'accord? Ça, c'est la règle sur les bégat kéfat. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Ça va? C'est pas très compliqué, il faut l'apprendre, il faut le savoir. Bon, je vais l'expliquer, mais voilà, si vous ne vous souvenez pas, bah, relisez ça tranquillement à la maison. Ce qu'il faut donc maintenant voir dans le cas qui nous intéresse, je reviens maintenant à mon afra, donc pour pouvoir justifier la vocalisation, il faut aussi que j'en parle un petit peu, c'est de dire que donc, le pronom suffixe qui est un kaf, le kaf fait partie des bégat kéfat. Hein, il y a 6 consonnes, bégat kéfat. Ah oui, le kaf fait partie de ce groupe, donc on dit que c'est une bégat kéfat. Le kaf est une bégat kéfat. Donc, si je viens de prononcer une consonne, et s'il n'y a pas de voyelle entre les deux, j'enchaîne le bet et le kaf, normalement il devrait être occlusif. Donc, si je dis par exemple kotel, pour reprendre l'exemple de mon verbe non, je suis parti sur l'arabe. Si je prends l'exemple un instant du verbe kotel, katal, donc kotel, et derrière je vais mettre le pronom suffixe derrière, normalement, j'enchaîne deux consonnes, il n'y a pas d'élément vocalique entre les deux, je devrais mettre un dagesh, kotel ka. Sauf que c'est pas ça qu'on observe dans la Bible. Dans la Bible, on a toujours kotel cha, on a toujours le pronom suffixe est toujours fricatif. Le kaf est toujours fricatif. Donc en fait, on se dit, c'est donc en fait, il y a une voyelle de liaison. Et c'est vrai, il y a une voyelle de liaison en fait entre les deux.
Simplement, la plupart du temps, cette voyelle de liaison, on ne la voit pas puisqu'elle tombe. Parfois, on l'a quand on est en forme posale. On va avoir kotlecha, par exemple. Et là, vous allez avoir, par exemple, un ségol. Vous allez avoir, par exemple, cette vocalisation-là. Donc, celle-ci, elle est possible. Vous pouvez avoir cette vocalisation-là avec ségol, kotlecha. Et donc, vous dites, ah oui, il y a une voyelle de liaison. Et donc, ça veut dire que quand on met le pronom suffixe, en fait, le pronom suffixe, c'est pas juste c'est le kaf, c'est le pronom suffixe kaf, mais quand on vient le suffixer, on met une voyelle de liaison entre les deux, et cette voyelle de liaison, c'est un ségol. Sauf que cette forme-là, souvent, on ne l'a pas. Dans la plupart des cas, on va avoir tendance, au contraire, à faire tomber cette voyelle de liaison. Donc on la fait tomber, on va mettre un schwa à la place. Ce schwa est un schwa mobile, c'est-à-dire qu'il résulte de la chute d'une voyelle. Vous ne savez pas quelle était cette voyelle, mais elle existait. C'est vrai aussi même avec les prépositions, quand vous dites, quand vous avez appris de dire li, lecha, lach, lo, donc à moi par exemple, li, à moi, à toi, lecha, vous voyez, c'est comme ça que vous allez l'écrire. Li, lecha, lach, lo, quand vous dites lecha, il y a un schwa, mais en fait ce schwa résulte de la chute d'une voyelle. Et donc, vous ne pouvez pas forcément savoir d'emblée, quand vous apprenez ça, quelle était cette voyelle. Il faut faire soit aller chercher dans d'autres langues sémitiques, par exemple, on dira dans d'autres langues sémitiques, la voyelle ne tombe pas, ou bien en hébreu dans des formes posales notamment, parce qu'en forme posale, souvent là où la voyelle tomberait quand on se dépêche de parler, en forme posale, on prend son temps, et donc on ne fait pas tomber la voyelle. Et c'est souvent ça, hein, les mécanismes de chute de voyelles, elles existent dans toutes les langues. En français aussi, on fait tomber des voyelles. On ne l'écrit pas. Mais si je dis je vais manger une pizza ce soir, je vais manger. Je vais manger. Le E est tombé. À l'écrit, je vais écrire je plus loin V. Ou bien je peux faire J apostrophe V, enfin ça dépend comment vous écrivez. Mais l'orthographe française, si vous faites une dictée, l'orthographe française vous dit non, vous dites je vais manger. Mais quand on parle vite, je vais manger. Donc toutes les langues en fait ont ce phénomène de chute de voyelles, notamment quand on parle vite. Alors que là, en forme posale, l'idée c'est justement de prendre son temps, de s'arrêter, d'insister. Donc ce serait pas très cohérent de faire tomber une voyelle si précisément on veut prendre le temps de prononcer le mot. Donc les formes posales, elles sont intéressantes parce que souvent elles nous révèlent quelle est la voyelle qui est tombée par ailleurs. Donc voilà, retenez que le pronom suffixe, kaf, en fait, est précédé d'une voyelle de liaison qui, la plupart du temps, va tomber. Alors, effectivement, j'ai donc deux possibilités. Quand j'ai kotel, soit je mets kotelcha, et voilà, et je suis content et je m'arrête là. Soit je vais vouloir faire tomber la voyelle sous le tête, la deuxième voyelle. Alors pourquoi j'ai envie de la faire tomber? Parce que c'est l'habitude qu'on a quand on va décliner le participe. Par exemple, kotel c'est du masculin singulier. Si vous dites donc quelqu'un qui tue, un tuant, un tueur, s'il y en a plusieurs, je vais mettre le pluriel im, eh bien on va faire tomber la voyelle qui précède. Kotlim. En hébreu, donc c'est pour ça que quand vous apprenez votre participe, vous avez kotel, kotla, kotlim, kotlot. C'est comme ça que vous l'avez appris. Alors vous me direz, mais hier on nous a dit que c'est l'antéprétonique qui tombe. Or, si la syllabe accentuée c'est la dernière syllabe, kotlim, normalement, ça devrait être, ça c'est la prétonique, ça c'est l'antéprétonique. Donc normalement, ça devrait être la voyelle sous le coffre qui doit tomber. Et donc je devrais avoir ktelim, quelque chose comme ça. Sauf que ce que je vous ai dit aussi hier, c'est que le O du participe actif dérive d'un A long. Et que dans les langues cananéennes, le A long primitif devient un O. Sauf qu'il reste long. Et une voyelle longue, elle va difficilement tomber. Une voyelle brève, allez, on la fait tomber. Une voyelle longue, bah non, elle est longue, on s'attarde dessus, etc.
Pour nous, c'est difficile parce que dans la prononciation moderne, on n'a pas en hébreu de longueur de voyelle. On ne dit pas kotel. Donc on ne peut pas savoir que le O, il est on. On dit kotel. C'est pour ça que là encore, il y a une grande partie théorique. Enfin, disons, voilà, il y a une distance entre la façon dont on prononce aujourd'hui l'hébreu et la façon dont l'hébreu était prononcé il y a 1000 ans. Mais en tout cas, voilà, grâce à la comparaison des langues sémitiques et à la grammaire qu'on peut reconstruire, on sait qu'effectivement, ce O, en fait, est une voyelle longue. Il dérive d'un A long. Alors, il a changé de timbre. C'était un A, maintenant c'est un O. Donc, le timbre a changé, mais la longueur se maintient. Et donc, on sait que c'est une voyelle longue. Donc, effectivement, je ne peux pas faire tomber une voyelle longue. Enfin, c'est très difficile. Elle va résister. Donc, à défaut de pouvoir faire tomber la voyelle longue, bah, je vais faire tomber celle que je peux faire tomber, qui est le tséré sous la deuxième radicale, parce que lui, c'est une voyelle brève. Dans la forme primitive, je vais dire, c'est katil, un A long, un I bref. Donc la deuxième voyelle, elle est brève, donc elle peut tomber. Donc c'est pour ça que quand vous mettez kotel au pluriel, vous dites kotlim. Donc voilà, quand vous avez appris le participe, peut-être qu'on ne vous a pas expliqué tout ça, vous avez juste appris kotel, kotla, kotlim, kotlot. Mais vous voyez l'utilité d'apprendre ces règles parce qu'elles expliquent d'abord pourquoi effectivement c'est la prétonique qui tombe et pas l'antéprétonique. Et ça va expliquer aussi pourquoi, quand on va ensuite mettre, quand je vais avoir kotel et que je vais vouloir mettre le pronom suffixe derrière, en fait, je vais vouloir faire tomber cette deuxième voyelle. Euh, et donc, ce qui pourrait me faire kotlecha, ce qui est problématique parce qu'en réalité, je me retrouverai avec deux chevaux mobiles qui se suivent. Et là, j'ai un problème de découpage en syllabes. Pour chaque syllabe, voilà, là, avoir deux chevaux mobiles qui se suivent, ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, on va quand même préférer une forme du type kotlecha. On va préférer un truc comme ça, kotlecha, ou bien, effectivement, garder kotelcha. Voilà. Il va y avoir un peu des arbitrages à faire. Alors maintenant, j'en viens à mon verbe ahav, parce que c'est ce verbe-là qui nous intéresse. Normalement, j'ai ohev, ça c'est le participe actif, quelqu'un qui aime, un aimant, un ami. Si on a plusieurs, je vais vouloir mettre le im derrière, ohevim. Simplement, rappelez-vous, kotel, kotlim, ohev, ohovim. Normalement, je voudrais faire tomber cette voyelle-là. Celle-ci, je ne peux pas la faire tomber, elle est longue. La première voyelle, elle dérive d'un A long, elle est longue, je ne peux pas la faire tomber. Celle-ci, je peux la faire tomber. Donc, je peux mettre un cheval. Simplement, je vais avoir un problème, c'est que les gutturales, dont j'ai parlé hier en disant qu'elles aiment le son A, elles ont une autre particularité, c'est qu'elles n'aiment pas le cheval. Et en particulier, alors le cheval qui est sans, la limite, bon, ça va dépendre lesquelles, des gutturales. Parfois elles vont supporter, parfois pas. Mais le cheval mobile, non. Dans ces cas-là, on va colorer le cheval. Et je parlais hier justement de ces chevaux colorés, qui sont propres en plus à la vocalisation tibérienne. Si vous regardez les massorettes ou la tradition de vocalisation de Babylone, par exemple, il n'y a qu'un seul cheval. Donc, si on est à Babylone, on met un cheval simple, on s'en fiche. Mais si on est à Tibériade, on dit ah non, c'est pas possible. Donc, on va colorer le cheval. On va mettre un chatef patar, ohavim. Donc, si vous regardez votre Bible et si vous cherchez les participes actifs masculin pluriel du verbe ahav, on ne dira pas ohvim, on dira ohavim. Alors c'est très bref en fait, la différence, vous voyez, entre ohvim et ohavim, c'est très très faible. Il y a une légère coloration A qui est notée par les massorettes. Les massorettes, ils mettent un petit patard à côté du cheval tout simplement. Donc vous allez avoir ohavim. Et donc cette coloration A, on va s'en souvenir. Ce qui fait que quand vous allez mettre ohavcha, vous allez donc vous retrouver avec deux chevaux qui se suivent, deux chevaux mobiles qui se suivent. On n'aime pas deux chevaux mobiles qui se suivent. Le premier va remonter en voyelle pleine. Et quelle voyelle va-t-on choisir? Alors on dira, on va retrouver la voyelle primitive qui était le tséré, ohevra. Eh bien non, puisque on a coloré le he avec un petit son A, on va garder le son A. Et donc, quand on va remonter le khatef patar en voyelle pleine, en général, on va se retrouver avec un patar. Donc ça, c'est la règle de vocalisation donc des
des gutturales, quand on a un schwa coloré, qu'on remonte en voyelle pleine, en général, on va avoir la même couleur que celle du schwa. On va gommer le schwa et on va garder le patar. Donc c'est pour ça qu'on passe d'un tséré à un patar. Vous aviez ohev tout à l'heure, celui qui aime, l'ami, et là, vous avez au lieu d'avoir un tséré, vous vous retrouvez avec un patar. Donc ça, c'est des choses assez compliquées. Ben, je reconnais, hein, je vous rassure tout de suite, c'est normal si ça vous paraît difficile. C'est difficile pour tout le monde. Voilà. Euh, on aurait pu imaginer de garder le Khatef Patar et de mettre un Ségol à la place et de vocaliser Ohavecha. Ça peut se trouver aussi dans la Bible. Donc en fait, vous pouvez vocaliser l'un ou l'autre. Ça, c'est les règles de vocalisation massorétique. Ohavra ou Ohavecha. Celle-ci, avec la voyelle de liaison qui se maintient, on la trouvera davantage en situation en forme posale notamment. Donc si vous avez les formes posales, c'est en milieu ou en fin de verset. Donc ça, je ne sais pas si on vous a expliqué. Hein, donc vous avez l'atnar au milieu du verset et le silouk, je dis silouk, j'ai un doute d'un coup. Mince. En fin de verset avec le sof pasouk, oui, c'est ça. Bref, donc voilà. Des fois, vous savez, on a un bug des fois, un peu comme le. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, si vous êtes en milieu ou en fin de verset, avec la forme posale du milieu de verset ou de la fin de verset, là, vous pourrez avoir cette forme-là. Voilà. En pause majeure, ce qu'on appelle en pause majeure. En pause mineure aussi, éventuellement, vous avez les Révilla, Zakef, etc. Et Ségolta et tout ce qu'il faut, mais ça, c'est d'autres pauses. Le phénomène se produit moins fréquemment pour les pauses mineures, me semble-t-il. Ce sera à vérifier. Donc voilà, donc les règles, elles sont flexibles. Et comme je vous dis, je vous rappelle aussi que de toute façon, même quand on compare parfois des manuscrits à vocalisation massorétique, voilà, des 10e, 11e, 12e siècles, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc en fait, il y a des règles générales et après, il faut apprécier, comment dire, dans le cas concret, in concreto, comme on dit en latin, à chaque fois, à chaque occurrence, voilà, il peut y avoir des variantes. Mais donc c'est pour ça qu'il voilà, il faut pas être prétentieux, mais en tout cas, c'est un bon exercice dans tous les cas. Comme je vous dis, si vous prenez l'habitude, vous, de faire ce travail de vocalisation, c'est-à-dire que si vous tombez sur une vocalisation différente de celle que vous auriez mise, ça vous fait réfléchir. Et c'est très très important, y compris quand on fait un travail même d'exégèse du texte biblique, c'est-à-dire qu'on peut passer à côté de vocalisation alors qu'en fait derrière ces vocalisations qui est peut-être différentes de celles qu'on aurait attendues, en fait il y a des enjeux exégétiques, des enjeux d'interprétation déjà chez les rabbins. Et on passe complètement à côté. Et ça, je vois régulièrement, chaque fois, les étudiants passent à côté. Enfin, pas que les étudiants, d'ailleurs, même parfois des biblistes. Je lis des articles ou des commentaires bibliques, et en fait, avec des théologiens qui ne sont pas forcément très, très pointus en hébreu massorétique, et qui, en fait, sont complètement passés à côté d'un truc, parce que, justement, ils font pas gaffe à la vocalisation, et ils font pas ce travail-là. Donc, faire ce travail-là pour vous, ça va vraiment vous aider à devenir de bons biblistes, de bons vétérotestamentaires. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer pourquoi hier j'ai vocalisé Ohafra. Et par ailleurs, je pense que c'est la forme qu'on trouve euh, en hébreu biblique. On l'avait vu hier, il y avait une occurrence de Ahav en tant que participe. Je vais essayer de retrouver ça. Donc le participe cal et puis suivi d'un suffixe. Je vais le mettre à l'écran dans une seconde. Je vais je vais l'afficher à l'écran, vous le voyez. Bon. Et on avait, c'était une des dernières occurrences, quoi. Voilà, c'était ça, vous voyez, dans 2 Chroniques 27 où on a Ohafra à propos d'Abraham. Donc voilà, vous l'avez avec ce patar comme ça. Voilà, donc c'était pour vous expliquer ça. Vous n'aviez pas posé la question, mais voilà, au cas où, je vous l'explique quand même. Donc, mais n'hésitez surtout pas donc à m'arrêter, effectivement, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que ce soit au niveau de la grammaire ou de la vocalisation, parce que vraiment c'est comme ça qu'on va progresser. Alors si c'est bon pour vous, on attaque la ligne 2. C'est bon pour vous, ok. Alors la ligne 2, qu'est-ce que vous avez pensé du premier mot? Est-ce que quelqu'un a une idée sur la lecture du premier mot? Ouais. On reconnaît la racine chaleur, envoyer.
Ouais, la racine chalar envoyée, effectivement. Très bien. Et alors, une fois qu'on a cette racine, qu'est-ce qu'on en fait? Quel terme issu de la racine vous lisez? Est-ce que vous avez une proposition? C'est pas forcément compliqué, hein, c'est pas une question piège. J'ai pensé à un participe présent, Scholaire. Un participe, d'accord. Un participe ducal, donc. Euh, Pourquoi pas? Alors, comment on vocaliserait le participe ducal? J'ai Scholaire. pensé à Scholaire. Ouais, ouais, très bien. J'entends que à distance aussi. Euh, et je vois que il y a une main levée, c'est ça, à distance? Non, je crois que c'est si François avait levé la main à distance. Donc, Scholaire, participe actif, donc problème et serré, c'est ça? Ok. Est-ce que ça va à tout le monde, Scholaire? Je vois que François, j'entends pas. Je sais pas si François veut parler, mais je l'entends pas. Alors, on n'est pas loin du truc, effectivement, ça c'est le modèle, hein, le Cotel, on vient de le voir à l'instant. Euh, Simplement, il y a une petite Moi, nuance. Oui, pardon, j'aurais Anne? dit Choléa, Choléa, avec un demi-A en dessous du G. Alors, j'entends Anne qui dit un choléard avec un demi-A. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, ça Un s'appelle, oui, demi-A. un demi-A. Je ne sais plus Oui, comment on ça appelle s'appelle un le patard terme, la furtif. technique. Oui, ça s'appelle un Oui, c'est patard ça. furtif. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est à ça qu'il faut penser. Donc, patard furtif, c'est comme les avions furtifs. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ce patard furtif? C'est encore une règle qui concerne les gutturales. Donc, les gutturales, hein, je vous rappelle, Aleph, He, Chet, Ayin. Ces gutturales, j'expliquais hier qu'elles sont articulées au fond de la gorge et qu'elles attirent le son A. Et, parce qu'effectivement, c'est difficile de faire une voyelle fermée, être un I suivi d'un. Le chet, normalement, se prononce comme ça en arrière, comme ça en serrant un peu la gorge. Donc, de faire cholet, on est obligé donc on est obligé d'ouvrir un peu la bouche, cholet. Et en fait, c'est juste ce petit mouvement de mâchoire qui fait entendre un tout petit A, qui n'est pas une vraie voyelle, et donc effectivement qui ne compte pas comme voyelle. C'est d'ailleurs pour ça que les massorètes le décalent légèrement, en disant c'est entre le serré et juste avant d'attaquer la gutturale. Alors, rassurez-vous, il se décale tout seul aujourd'hui, merveille de l'informatique. Voilà, il faut le taper après le chet, hein. Mais vous voyez, contrairement à si vous le tapez après le chet, il va se décaler tout de suite parce il sait que il ne doit pas être fait après le ra. Normalement, une voyelle sous une consonne, elle est prononcée après. Mais c'est pas cholécha, vous voyez. Si j'avais un he derrière, par exemple cholécha, vous voyez, là, il s'aligne bien. Vous voyez, il est bien aligné. Mais sinon, là, l'ordinateur, il a compris qu'en fait, c'est un patard furtif qui se prononce avant le chet. Cholécha. C'est vraiment l'ouverture de la bouche pour faire la gutturale. Alors vous allez me dire, mais si la gutturale attire le son A, pourquoi ne pas mettre tout de suite Cholard? Comme ça, c'est réglé. On pourrait dire, au lieu de mettre un serré, on pourrait mettre un son A. Alors oui, c'est une possibilité, et figurez-vous que ça arrive parfois, et dans certaines traditions de prononciation, c'est ce qu'on fait. Mais là, en l'occurrence, on est à Tibériade, et les massorètes vont nous dire que non, quand on est dans une syllabe accentuée, notamment en fin de mot, puisque là on est c'est la dernière syllabe qui est accentuée par défaut, donc cotel, cotel, il y a deux syllabes, deux voyelles, c'est la dernière qui est accentuée, cotel, cholaire, et en disant ah non, c'est quand même embêtant pour une syllabe accentuée de déplacer le timbre, on va préférer la garder et mettre un petit patard furtif. Donc on va préférer dire choléar plutôt que cholard. Mais si vous trouvez cholard dans la Bible, il ne faudra pas être choqué. Voilà. Il ne faudra pas faire un scandale. Alors, on peut regarder tout de suite si cette forme existe ou pas. Ça n'a pas été vérifié, hein, le verbe chalar dans la Bible. Si on dit qu'on cherche donc un participe, je retrouve. euh,
un participe ducal. Et regardez, on est content, Exode 9,14, Annie Choléar. Moi, envoyant. Moi, j'envoie. Vous voyez, vous avez cette forme-là qui apparaît tout de suite dans Exode 9,14. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour la voir. Et vous avez ensuite Exode 23,20, Choléar encore. Hine Anochi Choléar Malar. Voici, moi, envoyant un messager. Etc. etc. Donc, on est content. C'est comme ça qu'il faut vocaliser. Alors maintenant, je reviens à notre texte. Donc ça, effectivement, la racine, Shin Lamed Chet, bon, ça, c'est pas très compliqué. On l'a assez vite reconnu. Ça veut dire quoi, en fait, cette racine? Je ne vous ai pas demandé. Le verbe shalar, ça veut dire quoi? Envoyer. Envoyer, très bien. Voilà. Donc, c'est le verbe envoyer. Alors, ce qui n'est pas super surprenant, parce que c'est quelqu'un qui envoie une lettre. Donc, trouver le verbe envoyer dans une lettre, c'est pas choquant. À vrai dire, c'est même assez récurrent. La question se pose ensuite de la conjugaison. Là, participe actif, moi ça me va. Un tel, envoyant, il est en train d'envoyer, c'est possible. Par convention, dans la correspondance épistolaire, on le traduit à l'accompli, shalar. Mais maintenant que vous me posez la question, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que est-ce qu'il y a des raisons d'utiliser l'accompli plutôt que le participe? On pourrait facilement le vérifier si on avait deux expéditeurs, parce qu'évidemment en hébreu le texte n'est pas vocalisé, hein, donc vous voyez tout de suite les problèmes auxquels on est confronté. Si on avait deux expéditeurs, là on pourrait s'en assurer. Je suis en train de réfléchir, hein, je réfléchis à voix haute. Hein. Je me dis comment faire pour savoir si c'est un participe ou un accompli. Évidemment, quand c'est une seule personne, l'expéditeur, est-ce qu'il est choléar ou bien est-ce qu'il est... Alors à l'accompli, comment on vocaliserait? Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, mais si c'est non pas il est en train d'envoyer, mais il envoie ou il a envoyé, chalar, tout simplement. Donc vous auriez un kametz et un patar. Donc ça, c'est le participe. Donc soit vous dites c'est un participe, soit vous dites c'est un accompli. Donc est-ce que l'action elle est en train d'être faite? Regardez, je suis par la présente, je suis en train de vous envoyer, etc. Ou bien est-ce que j'ai envoyé, etc. Bon, là, nous on peut pas savoir. Comme ça, on peut pas savoir. Là, en revanche, si on était au pluriel, s'il y a deux expéditeurs, là il n'y a que Shelem Yahu, qui est l'expéditeur. Si on avait deux expéditeurs, et Shelem Yahu et Benayahu, par exemple, on a vu hier qu'il y avait des gens qui s'appelaient comme ça, ou Netanyahu. Si les deux sont en train d'envoyer, le participe pluriel serait... Est-ce que quelqu'un connaît le pluriel? On en a parlé tout à l'heure. Sholchim. Très bien, effectivement. J'entends dans mon oreille. On aurait Sholchim. D'accord? Sholeach, Sholchim. Donc, le participe se comporte comme un adjectif. Et donc, il se décline comme un adjectif. Donc, tov, tova, tovim, tovot. Donc, kotel, kotla, kotlim, kotlot. Sholeach, Sholchim, Sholcha, Sholchot. Alors que si c'est l'accompli, et si c'est deux personnes qui ont envoyé, et qu'on parle d'eux donc à la troisième personne, hein, lui il a envoyé ou bien eux ont envoyé, troisième personne du pluriel, troisième du pluriel, si vous aviez katal, quel est l'accompli troisième personne du pluriel de katal? Katlou. Katlou, et donc si, avec le verbe shalar, shalchou. Donc vous avez shalchou. C'est ça que vous trouverez, avec un petit métègue si vous voulez bien faire les choses. Il est où le métègue? Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Le métègue, c'est un frein. Ça veut dire métègue en hébreu, c'est le frein. Et c'est pour dire que ça n'est pas un kametz qui se prononce O. C'est pas sholchou, mais c'est shalchou. Voilà. La décomposition en syllabes, c'est sha, ensuite le,
avec une demi-syllabe, puisque la voyelle est tombée, et rou. Que là, en fait, le schwa dérive d'une voyelle qui est tombée. Cette voyelle, on sait que c'était un A, puisqu'on a chalar. Donc on sait que c'est le A qui est tombé. Et de chalar, ça fait chalrou. Alors que s'il n'y avait pas le métègue, on pourrait se dire, tiens, j'ai chol d'un côté et rou de l'autre. Donc deux syllabes, syllabe fermée, chol, puis syllabe ouverte. Alors que là, on dit, non, 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 la syllabe, elle est ouverte. Et donc, le A, le kamet, c'était un A primitif. Voilà, donc moi, dans le paradigme, quand j'enseigne ça aux étudiants, je leur signale le petit métègue. Mais bon, cela dit, voilà, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Donc, on aurait chalrou. Donc, effectivement, si moi, je tombe sur un texte où j'avais écrit un même à la fin, je dis, ah, c'est cholchim, c'est là, c'est un participe. Si j'avais un vav à la fin, je dis, ah, c'est chalrou. Donc là, je pourrais savoir. Mais là, c'est pas le cas. Alors, cela dit, on peut se poser la question, euh, je me pose sincèrement la question. Je vais juste vérifier en même temps que vous, d'abord, parce qu'on a une base de données de lettres des autres inscriptions qui ont déjà été découvertes. Donc je vais juste regarder les autres occurrences des autres lettres qui sont déjà connues, et puis après je vais regarder les nôtres. Euh, euh, alors ça c'est pas des lettres, bon ça c'est Chalard, ça c'est bien gentil. Comment ils l'ont analysé? Ah non, ça c'est un impératif. Il faut chercher là, donc ça c'est les ostracas d'Arad, hein. Le site archéologique d'Arad, c'est au sud de la frontière du royaume de Juda, la frontière avec le Negev. Euh, je pense qu'on l'avait visité quand on était au voyage auquel avait participé Mathias, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'était cette fois-là, on avait vu des hélicoptères. Ah non, c'était une autre fois, j'étais avec Mathieu Richel, je crois, ou pas. Bref, je me souviens plus, je confonds, c'est tellement de fois que c'est difficile après de se souvenir. Bref, donc des ostracadaras découverts quand on rentre sur le site, c'est une forteresse militaire, c'est à gauche, en rentrant, il y a le sanctuaire au fond, et puis à gauche, etc. Bon voilà, enfin, si vous connaissez pas, ça sert à rien que je vous dise ça, mais voilà. Donc là, on a découvert des dizaines de lettres qui datent aussi de la fin du royaume de Juda, c'est de la correspondance militaire. Il y a un article qui vient de paraître encore là-dessus sur les inscriptions de dates dans les ostracades. Il est sorti ce matin, un article là-dessus. Bon, bref. Donc, je suis en train de regarder Achicha, Hananiahu, Shalach, etc. ou Sholeach. Est-ce que c'est il faudrait regarder si on a des donc pop, 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 en début de lettre comme ça. Ah, Shalchou. Ben là, c'est cassé, mince. Les Shlom, etc. Là, apparemment, dans l'Ostracan numéro 40, il y a a priori deux expéditeurs qui envoient, mais la fin est cassée. Vous voyez que les crochets vous disent tout ce qui est après le crochet, c'est reconstruit. On ne sait pas. Donc c'est moche parce que là, ah, peut-être celui-ci, Arad 61. Attendez, est-ce qu'on va avoir de la chance? Hop, 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 hop. Le contexte, il est là. Je vais juste regarder à côté pour voir. Bah oui, mais bon, alors, il n'y a rien. Malheureusement, il est en piteux état, on ne voit rien. Donc là, on n'a vraiment pas de chance. Je vais rafraîchir pour que les étudiants à distance puissent voir aussi. Et la quiche, Avdecha, Rochayahu, Shalar, bon, il est tout seul, le pauvre, à chaque fois. La plupart du temps, ils sont tout seuls à écrire. C'est moche parce que pour une fois qu'on en avait. Bon, je vais un petit peu vite parce que je veux pas passer trop de temps là-dessus. Mais vous voyez la difficulté qu'on a, nous, les questions qu'on se pose, vous voyez, aujourd'hui, on dit, bah, comment il faut vocaliser ça? Bon, alors, a priori, dans les autres cas publiés, on ne sait pas. Et donc, se pose la question dans nos ostracas, c'est-à-dire ceux que je suis en train de publier. Je vais vous montrer la concordance que j'ai préparée. Où est-elle? Elle est là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, je vais aller chercher le verbe shalar. Alors, il faut que j'écrive en hébreu. Voilà, vous voyez, il apparaît beaucoup. Et du coup, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a plusieurs expéditeurs? Et à ce moment-là, en début, non, 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 tout ça, bon.
en a beaucoup, hein. Mais en général, il n'y a qu'un seul expéditeur. Bon, bon, j'ai pas de solution. Donc je ne sais pas vous dire si c'est un participe actif ou si c'est un accompli. Choléar ou chalard. Voilà, désolé. J'aimerais bien pouvoir vous en dire plus, mais vous voyez là, vous en savez autant que moi. Vous en savez autant que moi. Donc vous voyez la difficulté qu'on a. Mais enfin, c'est intéressant parce que ça nous fait faire l'exercice précisément de voilà d'envisager plusieurs vocalisations possibles. Et on a le droit de pas être d'accord. Donc en tout cas, l'expéditeur, donc Monsieur Shelem Yahou, il envoie ou il a envoyé. Enfin, voilà, soit l'action est faite, soit elle est en train de se faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce mot? Non, c'est bon pour vous? Alors après, du coup, qu'est-ce qu'il envoie? Que nous dit le texte après? Je remonte le texte à l'écran. Comment vous analysez le mot qui suit? Les shalom? Ouais. Oui. C'est ce que les autres ont mis aussi? Oui. Oui, j'entends oui dans mon oreille, très bien. Alors effectivement, pour ce qui est du mot, enfin de la décomposition, donc vous avez donc ces lettres, euh, on a ça. Alors oui, j'en profite pour vous dire que dans le texte que je vous mets, il n'y a pas de même final. Vous avez remarqué que le même que j'ai mis ici, c'est pas un même final. C'est pas une erreur de ma part. C'est qu'en fait, à l'époque, dans cet alphabet-là, on ne distingue pas les formes médiales et finales. Ça apparaîtra plus tard. Vous l'avez, les formes finales, vous les avez. Bah, c'est-à-dire que parfois, déjà au IIIe siècle avant notre ère, donc dans la cursive araméenne, on a parfois des lettres plus grosses, mais qui restent ouvertes. Le même reste ouvert. Donc cette idée d'avoir le même fermé, euh, euh, comment dire, voilà, d'avoir le, vous voyez, parce que nous c'est comme ça qu'on le fait. Vous voyez, le même médial il est ouvert et le même final il est fermé. Vous voyez l'ouverture en bas à gauche là. Bon, donc cette fermeture vraiment du même final, elle apparaît quelque part au deuxième siècle avant notre ère, deuxième, vers le deuxième siècle avant notre ère, deuxième ou premier siècle. Fin deuxième, début premier siècle. Voilà. Je ne peux pas vous dire à 50 ans près à quel moment, ni qui a eu l'idée, mais qui donc a eu l'idée de faire. En tout cas, voilà. Après, au premier siècle avant notre ère, ça oui, les mêmes finaux qui sont fermés, on les voit bien, à l'époque hérodienne notamment, là, ça c'est sûr. Là, on a des belles lettres avec un même gabarit, tout ça. On approche vraiment même dans les manuscrits du premier siècle, du tournant de notre ère. Premier siècle avant et après Jésus-Christ, on a vraiment des écritures, des super calligraphies très régulières, des scribes. On a l'impression que voilà, c'est des machines, les gars, parce que c'est presque des caractères d'imprimerie. Mais dans les manuscrits du début du deuxième siècle, voilà, donc la mutation, elle se fait quelque part entre la fin du deuxième et le début du premier siècle. On commence un petit peu à avoir des lettres, au lieu que ça parte dans tous les sens, qui soient bien d'un même gabarit, de la même hauteur, etc. Et de bien distinguer, même ouvert, même fermé, même médial, même final. Bon. Là, on est dans des textes du 6e siècle avant notre ère, enfin 600 avant notre ère, donc fin 7e, début 6e siècle avant notre ère. À cette époque-là, il n'y a qu'un seul même. Il est fait de la même manière, quelle que soit sa position. Donc moi, dans la transcription, j'ai gardé ça comme ça. Donc tout ça, c'est pour ça que là, j'ai pas mis de même final. Mais si vous préférez écrire un même final parce que ça vous fait mal aux yeux, ça vous pique les yeux de voir un même médial, ça ne me dérange pas. Vous pouvez l'écrire comme ça. Ça, c'est un choix que moi j'ai fait et que peu de gens font. Je veux dire très, très honnêtement, si vous regardez, je pense même par exemple, si vous regardez, tout à l'heure, je vous ai montré, voyez les éditions de, ah bah non, ils ont fait comme moi aussi. Euh, Là, de ce module des autres ostracas. Euh, oui, oui, non, ils ont fait comme moi. Pas de CAF final, pas de même final. Bon, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Accordance fait comme moi, c'est très bien. Euh, donc voilà, donc le même n'est pas un même final. Donc ça, si ça vous dérange pas trop, c'est très bien. Et ensuite, on a effectivement 4 lettres. Il faut à chaque fois découper. Il y a
Une racine en hébreu, ça fait pas 4 lettres. Donc en général, on dit qu'est-ce qu'il y a. Évidemment, un lamed en début, on se dit bon, préposition lamed. Donc ça, c'est un bon réflexe. Donc de dire qu'on a lamed puis une racine, là, on est très content. On aurait pu imaginer une racine lamed, chid lamem avec un mem à la fin, parce qu'on sait que le pluriel s'écrit avec un m, etc. Mais bon, une racine lachal, on ne le connaît pas trop, etc., etc. Il y a des gens qui crient là. Je vais fermer la porte là, parce qu'il y a des gens qui s'en donnent à cœur joie. Il y a un haut-parleur, je ne sais pas ce que c'est, je ferme la porte de la salle. Donc, effectivement, on se dit, bah oui, vaut mieux faire ça. Donc ça, vous avez raison. La proposition lamed, normalement, elle se vocalise avec un schwa. C'est comme ça que vous avez appris, on met un schwa devant. Ce schwa, en fait, résulte de la chute d'une voyelle. Voilà. Normalement, il devrait y avoir une voyelle. Cette voyelle, ça peut être un A ou un I. Dans tous les cas, elle est tombée. Donc la question ne se pose plus à ce stade. Là encore, la chute de la voyelle, je ne dis pas que 600 ans avant notre ère, il y avait déjà ce phénomène de chute de voyelle. Il est même peu probable que ça ait eu lieu, probablement qu'à l'époque on prononçait la voyelle, mais bon, voilà. Nous on vocalise que les massorètes le font. Alors après, cette racine, Shin Lamed Mem, elle est très connue, effectivement, et en particulier, elle est utilisée couramment quand on dit bonjour, on dit shalom. Encore en hébreu moderne aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez dire shalom, donc c'est très facile. Et qui se traduit par salut, comme en français. Voilà, on dit bonjour, on dit salut. Alors là, j'anticipe. Justement, j'ai un cours consacré à Shalom, donc certains d'entre vous suivez ce cours ce semestre, donc on va en parler justement sur l'emploi de ce terme Shalom pour la salutation, mais il y a aussi le verbe Shin Lamed Mem, qui est un verbe qui parle du fait d'être en bon état. Et donc, on peut aussi se poser la question que ce soit un verbe ou même un adjectif ou autre chose. Alors là, voilà, donc il va falloir se poser la question de savoir finalement comment on analyse ça. Si c'est un verbe, dans tous les cas, la syntaxe, le mot qui arrive après, on peut le faire tout de suite, parce qu'évidemment, pour répondre à cette question, il faut regarder le mot qui arrive après. Donc, je vais afficher à l'écran là le mot qui arrive après. Est-ce que vous êtes intéressé au mot qui arrive après? Vous avez peut-être une difficulté, mais je sais pas. Si? Ouais. Aïn Zayin Resh. Aide ou assistance. Assistant, compagnon, etc. Ouais. Ouais. Alors, effectivement, c'est le verbe aider, hein, secourir. Ça, effectivement, la racine est bien connue. Attendez, je remets le texte. Est-ce que les autres étudiants proposent quelque chose? Ah oui, je vois, François dit que c'est un nom propre. Alors, effectivement. Oui, c'est ce que j'ai trouvé, je savais. Oui, j'entends Martine aussi qui a trouvé que c'était un nom propre. Alors, Oui. les deux sont vrais, hein, c'est effectivement la racine aider, mais effectivement, je vous avais signalé que dans ce texte-là, les mots sont séparés par des points. Alors, comme les mots sont séparés par des points, on ne se sent pas obligé de copier les mots ensemble sur la même ligne. On peut faire comme on fait en français. Vous savez, quand vous écrivez des textes, vous pouvez mettre un mot sur 2 lignes. Alors, sauf qu'en français, quand la suite du mot est à la ligne suivante, on met un trait d'union. Donc, vous savez que le mot n'est pas fini. Là, en hébreu, on ne met pas de trait d'union. Mais en réalité, le mot, il n'est pas fini. Donc, vous avez ici ce terme avec le yod à la fin, qui peut être un pronom suffixe, effectivement. Si on parle de l'idée du verbe hazar, qui veut dire secourir, ou ezer, qui est donc le secours, vous pouvez dire ezri, voilà, mon secours, hein, formidable. Ou bien celui qui aide, le oser, participe actif. Et là, oserie, celui qui m'aide, mon aidant, mon secours, mon secoureur, je sais pas comment dire, secouriste, je sais pas comment on va, ouais, voilà. Donc on peut imaginer plein de choses. Mais évidemment, dans ce cas-là, c'est plus facile quand on a un peu de bouteille sur les règles, les formules de correspondance, qu'un expéditeur écrit à quelqu'un un tel, de la part de, à un tel, etc. Donc là, effectivement, dans ce contexte-là, on s'attend à trouver à un moment donné le destinataire.
Et en fait, il s'agit bien du destinataire. Alors effectivement, par ailleurs, donc ça veut dire qu'il faut continuer à lire à la fin, et vous avez le coffre est le même derrière. Attendez, je vais l'écrire comme ça, en fait, qui vont avec. Et donc, c'est monsieur qui s'appelle comme ça. Alors ça, pour le vérifier, vous pouvez regarder dans la Bible, on va le faire dans un instant. Mais je vois qu'il y a une main levée. Oui, non. Alors, il y a un problème de micro, je pense. Ah oui, officier David, 1 Chronique 27-26. Alors, on va regarder ça tout de suite, effectivement. Vous pouvez regarder si c'est un nom propre qui existe. Donc, on se dit, est-ce que il y a des noms propres qui existent? Et effectivement, vous allez trouver le nom propre Azrikam qui existe. Vous voyez, dans Néhémie 11-15, vous avez quelqu'un qui s'appelle Ben Azrikam. D'accord? Vous avez ensuite, dans 1 Chronique 3-23, vous avez aussi un monsieur Azrikam. Dans 1 Chronique 8-38, vous avez encore un monsieur Azrikam. 1 Chronique 9-14, Azrikam, 9-44, etc., etc. Voilà. Donc en fait, vous avez 6 occurrences, 6 versets dans lesquels il est question d'un certain Azrikam. Donc le prénom est attesté dans la Bible. Alors, Kam, ça vient du verbe koum, qui veut dire se tenir debout. D'accord? Si vous regardez dans certains dictionnaires, vous proposent l'étymologie. Par exemple, je sais que le Keller-Baumgartner, souvent, propose, là par exemple, si je grossis le Keller-Baumgartner, voilà, il dit, bah voilà, c'est Ezer plus Koum, my help arose. Voilà, donc mon secours s'est levé. Et il renvoie en général à un ouvrage fondamental de Martin Noth, en allemand, abrégé Personennamen, mais c'est en fait dit Israelitische Personennamen. Le nom est complet un peu plus long. Martin Noth, c'est un nom que vous devez connaître si vous, enfin, ce serait bien que vous le connaissiez si vous faites de l'Ancien Testament. C'est un grand spécialiste d'Ancien Testament du milieu du XXe siècle, allemand comme beaucoup. Il a eu notamment développé la thèse de l'historiographie deutéronomie, c'est-à-dire que les livres qui succèdent au Deutéronome, donc Josué, Juge, etc., 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, en fait, sont l'œuvre d'une même personne, d'une œuvre complète qui est produite par le même milieu que ceux qui ont produit le Deutéronome. Donc, soit le deutéronomiste, soit, enfin bref, voilà. Donc il a développé des théories rédactionnelles, et puis il a aussi fait des travaux philologiques, et notamment, voilà, il a travaillé là un livre complet où il prend tous les prénoms bibliques, et il décompose, et il explique le sens, etc., etc. Bon, voilà. Donc, en tout cas, Azrikam, c'est donc un prénom qui est connu dans la Bible. Donc là, on est content, parce qu'on n'a pas de mal, pareil, à savoir comment, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le vocaliser. Donc, Azrikam, comme ça. Alors cela dit, même si on ne l'avait pas eu, si on était parti du principe qu'on allait lire le substantif Ezer, si je dis mon secours, dans tous les cas, on ne dira pas Ezeri, mais on dira Azri. C'est la règle des ségolés dont je vous ai parlé hier. Quand vous regardez Ezer, le substantif Ezer en hébreu, c'est comme Meler, en fait c'est un ségolé. Normalement, ça devrait être juste Azr. C'est ça qui devrait être, voilà, ça devrait être un truc comme ça, Azr. Simplement, en hébreu, on n'aime pas avoir, comme je vous disais, terminer un mot par deux shva, c'est-à-dire deux consonnes qui se suivent vraiment, on n'aime pas ça. Donc, si j'ai mon secours, pas de problème, Azri. Ton secours, Azreha, Azro, etc., il n'y a pas de problème. Mais à l'état absolu, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va introduire, donc, normalement, Azr, donc, comme je vous disais, une seule voyelle, qui est sous la première radicale, rien ailleurs. On va introduire une petite voyelle qui sera une anaptyxe, donc juste parce que voilà, mais qui est un ségol, qui ne prendra pas l'accent, et donc on va dire azer, ou bien effectivement par contamination. Dès lors que j'ai mis un ségol, je vais avoir tendance à mettre aussi un ségol avant, et on va dire ezer. Et c'est comme ça que vous aboutissez à la forme ezer. Donc dans votre dictionnaire,
vous apprenez que ce mot c'est Ezer, secours c'est Ezer. Mais si vous ne savez pas que la forme primitive c'est Azr, si vous ne savez pas que c'est un ségolé, si on vous dit, bah alors comment on va dire mon secours, vous ne saurez pas qu'il faut dire Azri. Si vous retenez que c'est un ségolé, c'est comme Meler, Malki, mon roi. Ezer, Azri, mon roi. Sefer, Sifri, mon livre. C'est aussi un ségolé. Etc., etc. Donc là, en fait, on a affaire à un ségolé. Donc on dit Azri, mon secours. Et puis Kam, bon, bah là, c'est le verbe koum, le verbe se tenir, verbe concave, comme on dit, dans le deuxième radical faible. Et donc, bah là, il faut savoir Kamti, Kamta, Kam, etc., etc. Vous avez un son A, et un son A en syllabe finale, qui est accentué, va s'écrire Kamet. Je vous disais hier, normalement, si vous êtes en syllabe ouverte, vous mettez un Kamet. Si vous êtes en syllabe fermée, vous mettez un patar. Ça, c'est la règle de vocation d'un son A. Mais, je dis attention, si la syllabe est accentuée, et là, c'est la dernière syllabe du mot, donc en général, c'est la dernière syllabe qui est accentuée, là, effectivement, ça justifiera de mettre un Kamet plutôt qu'un patar. Ce serait différent en araméen, je précise, parce que je sais que parmi vous, certains s'intéressent à l'araméen, mais là, on fait de l'hébreu, donc je vous dis les règles en hébreu. Donc, il écrit, l'expéditeur c'est Shelem Yahu, et il écrit à Azrikam. Donc, se pose la question maintenant, puisqu'on a la préposition, puisqu'on a la racine chi de la med-même, je reviens maintenant à la racine chi de la med-même, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la racine du bon état, on a vu, hein, il faut quelqu'un qui est en bon état, tout va bien, en bonne santé, indemne, on a vu le sens, là si vous assistez au cours. Donc, va se poser la question de savoir, on a la racine, mais est-ce qu'on en fait un verbe, est-ce qu'on en fait un adjectif, est-ce qu'on en fait un participe, est-ce qu'on en fait un substantif? Voilà, il y a plein de termes issus de la racine fin de la même. Alors, si on en fait un verbe, on peut commencer par le verbe, parce qu'effectivement, on a l'habitude souvent les racines, on commence par étudier le verbe. Donc, effectivement, on peut imaginer que ce soit un verbe. Si c'est un verbe, le verbe est précédé de la préposition lamed. Donc, ça veut dire que il ne sera pas conjugué à l'accompli ou à l'inaccompli. Parce qu'on ne met pas une préposition lamed devant une conjugaison à l'accompli ou à l'inaccompli. En revanche, on peut mettre la préposition lamed devant des formes verbales qui en fait vont se comporter comme des noms ou des adjectifs. Et les formes verbales qui se comportent comme des noms ou des adjectifs, c'est l'infinitif et le participe. C'est à ça que ça sert. L'infinitif se comporte comme un nom. Il peut se mettre à l'état construit, c'est pour ça qu'on parle d'infinitif construit, etc. Le participe se comporte comme un adjectif. On l'a vu tout à l'heure, kotel, kotla, kotlim, kotlot, comme tov, tova, tovim, tovot. Donc, un participe, c'est, vous prenez la racine, vous prenez le verbe et vous en faites un adjectif. Que vous pouvez substantiver éventuellement. Mais au moins, il va se comporter comme un adjectif. Le participe également peut prendre l'idée du verbe, et donc c'est un nom verbal, un substantif verbal. Et donc là, ça marche aussi. Donc, on va prendre donc un participe ou un infinitif, grosso modo. Si c'est un infinitif, admettons, il va falloir se poser la question de savoir si c'est du cal, du piel, du poil, du ifil, du ofal, etc. Bon. Donc, si on commence avec le cal, l'infinitif du cal, quand vous prenez le verbe katal, quel est l'infinitif de katal au cal? Ktol, c'est ça. Alors, vous pouvez dire ketol si vous voulez, comme selon que vous prononcez ou pas le schwa. Donc, effectivement, l'infinitif va être ktol, ketol ou ketol, enfin bref, comme vous voulez. C'est ça l'infinitif. Donc, on peut imaginer que ce soit la même chose, shlom. Le verbe existe au cal. Alors, on l'a vu justement en cours là, il n'est pas très utilisé. Il désigne, c'est un verbe d'état sur le fait d'être achevé, par exemple d'un bâtiment, le fait d'être ou bien restauré, si c'est quelque chose qui avait été en mauvais état, les murailles qui sont restaurées, le fait d'être fini pour une période de temps, ou voilà, grosso modo, on revient à l'idée de sens, c'est-à-dire qu'il ne manque rien, qui est complet,
et on constate que la chose voilà, elle est achevée, elle est complète, tout va bien, il manque rien. Bon. Donc là, en l'occurrence, il va s'agir d'une personne. Donc on peut imaginer que ce soit le fait d'être complet ou le fait d'être en bon état de Azrikam. Donc ça peut aller comme sens. Au niveau, syntaxe, on va juste, au niveau de la vocalisation, le fait d'avoir la préposition lamed vocalisée shfa et la première radicale elle aussi vocalisée shfa, on va avoir deux shfa mobiles qui se suivent, ça c'est pas possible. Donc dans ces cas-là, le premier shfa va remonter en voyelle pleine. Donc on pourra pas, il va falloir mettre une voyelle pleine sous le lamed, et dans ces cas-là, la voyelle pleine ce sera un chirek, l'ictol. Donc ça, vous l'avez appris en principe, si vous avez, avec le verbe katal, ça vous fait l'ictol. L'ishmor, etc. Bon, voilà. Donc là, on va avoir l'ishlom azrikam. Donc ça, c'est possible. On peut vocaliser comme ça, l'ishlom azrikam, c'est-à-dire pour, donc il envoie, sholéar ou shalar, il envoie, dans tout cas, vous pouvez traduire par un présent, comme ça, vous gardez l'ambiguïté dans votre traduction française. Shelem Yahou envoie pour le fait d'aller bien, hein, de Azrikam. Hein, c'est ça, si je fais une traduction en mot à mot, c'est ça qu'il faudrait, c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Alors oui, François demande si on peut mettre un nom derrière, j'y viens. Donc ça, c'est une première possibilité. Donc je m'enquière du fait de bien aller de telle personne. Alors, la construction d'infinitif construit plus quelqu'un derrière, c'est très courant en hébreu. Par exemple, si on parle d'aller et de venir, hein, je pense au psaume 121, on dit que le Seigneur bénisse ton départ et ton arrivée, etc. En fait, c'est l'action de venir de toi, Boecha, et l'action de sortir de toi. Voilà, donc quand tu viens et quand tu pars. Et donc, nous en français, on dirait ta venue, mais en hébreu, on va dire ton venir. En français, c'est rare qu'on utilise l'infinitif comme ça. Ça peut se faire, on va parler des dires de quelqu'un, le verbe dire, les dires, d'après les dires de quelqu'un, d'après les paroles de quelqu'un, les dires. On peut parler du manger et du boire, le manger et le boire. Mais tout ça, c'est quand même des expressions un peu figées. Ça fait un peu vieillot, c'est pas comme ça qu'on parle en français. Donc en français, pour nous, ça nous paraît bizarre d'utiliser un infinitif construit à ce moment-là, enfin un infinitif, je veux dire, à cet endroit-là. Mais il faut savoir qu'en hébreu, au contraire, c'est très fréquent. Donc, un état construit, un verbe à l'état construit suivi de quelqu'un, ça marche très bien. Donc, moi, l'idée de Shlom Azrikam, donc l'état de bien aller ou de fait que tout est complet, d'être achevé de Azrikam, moi, ça me va très bien. Donc, j'envoie en vue de, c'est-à-dire pour savoir si Azrikam va bien. Enfin, finalement, est-ce que, voilà. On pourrait imaginer qu'on s'enquiert du fait de bien aller, d'un projet d'achèvement, puisqu'on parlait d'un bâtiment, etc. Bon. Alors maintenant, il y a une autre possibilité, parce qu'il y a un autre mot en hébreu qui est connu, c'est shalom. On en a parlé tout à l'heure. Le mot shalom, qui est un substantif, shalom, est très connu, et je vous disais tout à l'heure, en plus, c'est encore utilisé aujourd'hui, en hébreu moderne, pour dire bonjour, shalom, 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 ça va? Bon, très très bon. Donc, ça, on utilise le substantif shalom pour dire bonjour. Et on peut donc se poser la question, est-ce que ce ne serait pas le substantif shalom, mais à l'état construit? Il envoie en vue du shalom, donc quand on dit salut, du salut, du bonjour, de Azrikam. Donc j'envoie pour dire bonjour d'une certaine manière à Azrikam, pour saluer Azrikam. Ça marche aussi. Et là, à ce moment-là, effectivement, l'état construit de shalom, vous connaissez les règles d'état construit, vous les connaissez, je vous les rappelle sinon. La règle de l'état construit, c'est que un terme qui va être à l'état construit
va voir son accent décalé. C'est-à-dire que si je dis shalom et que je m'arrête là, il n'y a pas de problème, j'ai le temps d'accentuer ma syllabe. J'ai 2 syllabes, shalom, c'est la dernière qui est accentuée, il n'y a pas de problème. Mais si je parle du shalom de quelqu'un, à ce moment-là, le mot va être lu avec celui qui suit, et on va considérer qu'on va, puisqu'on se dépêche de prononcer le mot qui suit, les deux se lisent dans la foulée, eh bien, je vais perdre l'accent, ou en tout cas, l'accent va se déplacer. C'est d'ailleurs ce qui se passe si même si j'ajoute par exemple un pronom suffixe, par exemple le shalom de moi, shalom plus moi, ça s'écrit i en hébreu, avec un rirek derrière. C'est comme ça que ça va s'écrire. Donc, je vais remplacer le même médial même finale par un même médial. Donc, on va dire shalomi, déplacement d'accent, shalomi. Maintenant, j'ai 3 syllabes. L'antéprétonique va tomber. Donc, on va dire shlomi. Il y a même un prénom shlomite. Ça existe comme Salomé. Prénom Salomé, c'est shlomite en hébreu. Bon, bref. Shlomo, vous connaissez Salomon? On ne dit pas Shalomo, on dit Shlomo dans la Bible. Alors qu'il y avait un A, mais qui est tombé. Et nous, on sait que c'est un A, puisqu'on dit Salomon en français. Donc, même en français, Salomon, on a gardé le A en français, par le grec, etc., etc. Et ce qui me fait dire que, justement, ce phénomène de chute de l'antéprétonique n'avait pas cours au moment où le texte a été traduit en grec, c'est-à-dire vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, puisque les traducteurs grecs, ils n'ont pas dit slomo, ils ont dit, bon, il n'y a pas de son che en grec, donc le che est devenu un S, mais ça c'est autre chose, et ils ont dit Salomon. Et ils n'ont pas fait tomber la voyelle. Donc, c'est ce qui me fait penser que ce phénomène de chute de l'antéprétonique, il est postérieur à l'époque hellénistique et à l'époque où on a traduit en grec. Bref. Mais donc, nous, on applique la règle de vocalisation des massorettes. Les massorettes disent l'antéprétonique tombe. Et c'est la même chose si vous êtes à l'état construit. En fait, vous allez avoir shlom, quelque chose. Shlom, azrikam. Donc vous allez avoir aussi l'antéprétonique, non pas qu'il y a quelque chose derrière, enfin oui, on se dit il y a quelque chose derrière, qui est un autre mot en fait, c'est pas un pronom suffixe qui arrive derrière, c'est un autre mot qui arrive derrière, mais cet autre mot, eh bien on va considérer quand même que l'accent se déplace. Donc il va y avoir le même phénomène de chute de l'antéprétonique. On va faire tomber, on va considérer qu'il y a un déplacement de timbre. Alors, pas de timbre, mais d'accent. Alors ça se voit très clairement si vous mettez un makef, vous savez, ce petit trait d'union. Si vous mettez le makef, à ce moment-là, avec le makef, très clairement, vous ne verrez plus aucun accent sur le mot qui précède. Voilà, il est proclitique, comme on dit, c'est-à-dire il est dépourvu d'accent. Donc, dans tous les cas, on va avoir shalom. Donc, en fait, si vous lisez le substantif shalom, et que vous voulez donc le mettre ici, là, devant Azrikam, vous allez le vocaliser shlom. Donc, vous allez vocaliser l'ishlom Azrikam. Donc, en fait, les deux se prononcent de la même manière. Donc, si vous dites l'ishlom Azrikam, en fait, c'est donc soit le verbe shalem à l'infinitif construit, soit le substantif shalom à l'état construit. Les deux reviennent au même. Et à vrai dire, au niveau du sens, eh ben, c'est bien difficile de distinguer les deux, parce que ça revient un peu au même. Puisque précisément, quand on souhaite le shalom, pourquoi quand on dit bonjour, on dit shalom? Parce que shalom, c'est le bon état. Et c'est une façon de demander si la personne est en bon état. Comme en français, quand on dit ça va, oui, ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va. Ça va, c'est-à-dire ça va, oui, bah regarde, tu vois, je vais bien, tu vois, regarde, voilà. Oula, ça va pas, toi, t'as une sale tête, voilà, les cernes sous les yeux, oulala, qu'est-ce qui se passe? T'es malade, t'es enrhumé, t'as fait la fête toute la nuit, etc. Donc, voilà, c'est assez classique finalement quand on s'intéresse à une personne de savoir si elle va bien. Et donc, si elle est en bon état, si tout va bien, voilà, si la personne. Bon, donc c'est en fait de là que vient l'idée d'utiliser le mot shalom pour les salutations. J'en profite pour dire qu'en français, quand on dit salut, c'est très familier de dire salut, ça. En fait, salut, le mot salut, quand on fait de la théologie, le salut, normalement, c'est quand même on souhaite le salut de la personne, que la personne soit sauvée. Voilà, donc on souhaite, et or, que la personne soit sauvée, ça se retrouve aussi en français quand on dit de quelqu'un qu'il est sain et sauf.
sain et sauf, c'est sauvé. Sauf, ça veut dire, voilà, il y a eu un accident de voiture, je suis ressorti sain et sauf, c'est-à-dire en bonne santé, et regardez, tout va bien, je ne suis pas, voilà. Donc, en fait, même quand on dit salut, en fait, c'est qu'on souhaite que la personne aille bien, également, avec un bon état physique, peut-être aussi un bon état spirituel, on espère que la personne ira au paradis, etc., etc. Mais bon, voilà, en tout cas, il n'est pas rare dans les formules de salutation, donc quand on dit bonjour à quelqu'un, de souhaiter que la personne aille bien et de s'enquérir du bon état de la personne. Donc c'est pour ça qu'on dit shalom en hébreu, et donc c'est pour ça que dans tous les cas, vous pouvez vocaliser l'ishlom azrikam. Et voilà. Et si à un moment donné, je vous pose la question, mais attendez, shalom pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est un infinitif construit du verbe shalem au cal, ou bien est-ce que c'est l'état construit du terme shalom, etc. Et là, vous pouvez répondre les deux, mon capitaine. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc là, c'est la formule de salutation classique, à vrai dire, que vous retrouverez dans la Bible, avec la préposition lamed, plus shlom, plus la personne derrière, etc. Vous retrouverez la même syntaxe dans la Bible. On le découvrira dans le cours consacré à Shalom, justement, avec les étudiants de master là, qui suivent ce cours-là. On verra justement que, en fait, cette formule de salutation, qui est attestée dans la Bible, on la retrouve ici, dans les textes à l'époque. Donc, c'est intéressant de pouvoir comparer au niveau linguistique la réalité sur le terrain, de dire, bah oui, à l'époque, c'est effectivement comme ça que les gens se saluaient. Alors, un dernier mot sur le verbe shalar. Donc, il envoie quoi? On ne précise pas ce qu'il envoie. Et là encore, le fait d'utiliser le verbe shalar sans objet direct, parce que là, on a un objet indirect, on a la préposition lamed qui introduit l'objet indirect, eh bien, en fait, cette syntaxe du verbe shalar sans objet direct, elle est également bien attestée dans la Bible. J'envoie, nous on dirait j'envoie quelqu'un pour avoir des nouvelles. Mais en hébreu, c'est j'envoie pour obtenir des nouvelles. J'envoie quoi? Un envoyé. J'envoie un envoyé, un messager, un coursier, une lettre. J'envoie pour. Voilà. Et en fait, nous, on est un peu frustrés parce qu'en français, on ne dirait pas, on n'aurait pas une syntaxe sans objet direct. Mais en hébreu, c'est très fréquent, y compris dans la Bible hébraïque et également ici dans cette inscription. Donc là encore, on se rend compte que même au niveau de la syntaxe, il y a une affinité entre la syntaxe de l'hébreu biblique, que vous connaissez en tout cas dans les textes narratifs de l'hébreu biblique, parce que là, évidemment, quand les gens envoient saluer quelqu'un ou qu'ils envoient des lettres, c'est le roi, donc il faut aller regarder du côté des livres de Samuel, des rois ou des chroniques, etc. Et là, vous aurez ce genre d'occurrence du verbe shalar dans ce sens-là. Donc il est sholéar ou shalar, euh, euh, voilà, sans objet direct, mais avec l'objet indirect. Alors je vois qu'il y a une question de Anne. Ah oui, la question porte sur la présence d'une mère de lecture Vav dans Shalom. Alors c'est une très bonne question. Effectivement, en hébreu biblique, la plupart du temps, vous le trouverez écrit avec la mère de lecture Vav. Mais dans nos textes, à l'époque, on utilise très peu de mères de lecture. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que je disais que on est surpris d'avoir le ra voilà, quand on dit afra avec le he mère de lecture, parce qu'en fait, normalement à cette époque-là, on a très peu de mères de lecture, très très peu. On en a de temps en temps, mais pas beaucoup. Et là, en l'occurrence, on n'en a pas. Voilà, il n'y a pas de mère de lecture VAV, ce qui ne nous arrange pas, parce que nous, plus on a de mère de lecture, plus on est content, ça nous aide à vocaliser. Mais en fait, l'usage des mères de lecture est... parce qu'en fait, on aurait pu partir sur du piel, hein, les Shalem, Azrikam. Et Shalem, on a vu en cours sur Shalom que c'est compensé, y compris indemnisé, je te dois de l'argent, etc., etc. Donc, il peut dire, il envoie pour indemniser Azrikam. Vous voyez, ce serait une possibilité. Je te dois de l'argent, donc je te dois des kilos de farine ou des bonnes bouteilles de vin. Voilà des jarres de vin pour te payer ce que je te dois ou pour compenser, etc. Donc ce serait tout à fait possible. Et comme on n'a pas de mère de lecture, moi je ne sais pas s'il faut vocaliser l'Ishlom ou les Shalem, du Kal ou du Piel. Donc les deux sont là encore possibles. Personne ne l'a proposé parmi vous, mais je le signale, ça aurait été une possibilité. Après, c'est le contexte, en lisant l'ensemble du texte, de dire, bon, de quoi on parle, est-ce qu'il s'agit d'eux, etc. Donc, puis après, bon, les formules de salutation, c'est quand même plutôt l'Ishlom. Donc c'est vrai que voilà, par défaut, on va plutôt choisir ça. Mais effectivement, l'absence de mère de lecture complique les choses. Retenez bien en tout cas que l'emploi des mères de lecture
n'est jamais une obligation. Parfois, j'en profite aussi pour dire que dans certains manuels d'hébreu, certaines grammaires d'hébreu, on vous dit s'il y a une mère de lecture, la voyelle est longue, s'il n'y a pas de mère de lecture, la voyelle est courte. Moi, je l'ai lu dans des manuels d'hébreu. En fait, c'est faux. C'est pas ça la règle. Ça, c'est une règle empruntée de l'arabe où effectivement on nous explique que la mère de lecture indique la longueur de la voyelle. Donc ça, c'est une influence de grammairiens qui, sur la base de l'emploi des mères de lecture tel qu'il s'est stabilisé en arabe, a dit on fait pareil en hébreu. Mais d'abord, d'une part, c'était pas le cas en Arabie à Milan, non plus, voilà. Donc il y a aussi un problème, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à plaquer ça sur l'arabe, et ensuite c'est le cas en arabe aujourd'hui, mais ça n'était pas le cas en hébreu biblique. Donc si vous avez appris ça, ou si vous entendez ça, eh ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. La longueur des voyelles n'est pas nécessairement indiquée par une mère de lecture. Elles sont plus volontiers utilisées quand il y a des voyelles longues, mais c'est pas forcément le cas. Voilà. Là, on arrive au bout de l'heure, hein. Oui, pardon? Pardon? Les roues, les shalom, oui, bien sûr. Alors les roues, ça c'est un impératif. Aller, donc les shalom, pour la paix, ou en tout cas le bon état, le fait de bien aller. Donc on envoie la personne quand quelqu'un s'en va, effectivement, ça se dit les roues, les shalom, effectivement. Le verbe alar, aller, l'impératif, masculin pluriel, les roues, allez, vous, pluriel, les shalom, en paix. Nous on dirait en français, allez en paix. Donc on met la préposition en français, en hébreu, c'est la préposition lamet qu'on mettrait. Voilà. Donc effectivement, voilà. Mais là, bon, c'est pas la syntaxe ici parce que là, on dit pas au revoir. Mais moi, je vous dis au revoir. Donc je peux vous dire les roulés shalom, effectivement. C'est la fin de l'heure, donc je m'arrête là. Je reste disponible pour répondre à vos questions si vous en avez, mais je mets officiellement fin à la séance et je vous remercie pour votre attention, votre présence à tous et je vous dis à très bientôt.